Laurent Berger a écrit, finalement les fonctionnaires, pardon pour les non-fonctionnaires, juste on se concentre, c'est pas d'abord un volume d'effectifs, c'est pas d'abord un statut, c'est d'abord des missions. Et finalement la question ou les limites qu'il faut poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on attend du service public ? C'est quoi le périmètre des missions qu'on veut aujourd'hui confier, aujourd'hui et surtout demain ? Et du coup, évidemment, c'est ça qui va déterminer ensuite sans doute les volumes de financement, la manière dont on le finance, et s'il faut éventuellement même aller jusqu'à le confier pour partie à d'autres, ou en tout cas l'envisager différemment. Je crois d'ailleurs que pour toute fonction publique, ou pour les fonctionnaires, il faut avoir l'humilité de redire qu'on est d'abord au service des politiques publiques, que celles-ci peuvent varier, mais que les pouvoirs publics doivent nous dire ce qu'ils attendent du service public et des fonctionnaires dans ce cadre des politiques publiques. Et donc, finalement, les limites, c'est qu'elles sont maintenant plus, à mon avis, managériales. Enfin, en tout cas, je vous pose la question de savoir si vous partagez cette opinion, si ce n'est cette question, plus vraiment ni managériale ni financière, mais finalement les limites du service lui-même, des prestations, des missions. Est-ce qu'on est encore capable de tout faire, ou de faire en tout cas ce qu'on nous demandait jusqu'à présent? Et s'il faut participer à la redéfinition, on part de quoi et pour faire quoi demain? Tout à fait d'accord avec toi. On sent tous qu'on est arrivé à la limite extrême de régulation de court terme. Je le dis avec d'autant plus d'humilité que j'y ai moi-même participé il y a quelques années à cette régulation court-termiste et annualiser les CPOM. Mais qu'aujourd'hui on est au bout de cette dynamique-là. Alors je pense j'aurais peut-être le constat que tu poses, mais il est global. Je pense qu'il faut sans doute le moduler sur le secteur santé, personnes âgées, handicap. Et ça, je pense que tu t'en es convaincu, on en est tous convaincus. Quand on interroge nos concitoyens, et on le fait régulièrement au niveau de la FHF, ils placent ce service public-là en tête de leurs préoccupations. Il n'y a pas de questionnement sur la nécessité pour la collectivité d'organiser un service public en matière de santé, en matière de prise en charge des personnes âgées handicapées. Alors après, sous quel statut, avec quels instruments et avec quel financement, c'est là où le choix se fait. Mais on n'est pas dans la situation, ce qui n'est pas le cas d'autres secteurs, ce qui n'est pas le cas d'autres secteurs sur lesquels on pourrait se dire finalement le secteur dans lequel on évolue n'aurait plus de raison d'être dans le service public. Là, ce débat-là, je pense sur le secteur de la santé, il n'y a personne qui en tout cas, je ne vois pas d'acteurs qui mettraient ça sur la table. Par contre, sur le statut, les modalités d'exercice de ce service public, là, il y a un champ de réflexion dans un contexte où, certes, l'ONDAM continue à augmenter, mais on a à gérer une équation, une quadrature du cercle entre des besoins de santé et des besoins de prise en charge des personnes âgées handicapées, peut-être surtout qui vont être très croissants sur la période qui vient, et des ressources publiques qui ont un caractère limité. Donc comment est-ce qu'on arrive à traiter ça? Quelles ressources nouvelles on peut mobiliser de ça? Il y a encore sans doute des marges de manœuvre. Si vous voulez le fond de ma pensée, je pense que les marges de manœuvre, elles sont sans doute moins dans la gestion interne de nos établissements que dans l'organisation du réseau. Et de ce point de vue-là, le cap de la territorialisation, avec toutes les limites pratiques qu'on voit à court terme, est sans doute le bon cap. Il y a de meilleures manières de s'organiser sur la structuration de parcours de prise en charge des personnes. Il y a des outils d'efficience type télémédecine, télésanté, qui aujourd'hui sont bloqués et dont on voit toutes les potentialités en termes de gains d'efficience, d'évitement de transport sanitaire, de meilleure organisation de nos process. Tout ça, c'est encore mobilisable, mais ce n'est pas ces ajustements-là qui iront au bout de la résolution de l'équation entre des besoins croissants et des ressources contraintes. Merci David. Madame Aboussa, en fait, en aparté, on discutait tout à l'heure de la nécessaire synergie entre les tutelles qui ne sont plus des tutelles, je l'ai bien compris, mais de la tarification, et le lien qu'il peut y avoir entre le secteur public, le nécessaire lien qu'il doit y avoir entre secteur public et secteur à but non lucratif. Tout à fait. C'est même un des éléments qui nous a vraiment interpellés au moment de la mise en place des GHT. Puisque là où on était partie prenante en se disant on est sur une logique, il faut éviter les ruptures, les ruptures de parcours, de soins, de santé, d'accompagnement, et en même temps le secteur, je dirais médico-social, dans sa globalité, est apparu un petit peu comme un peu le petit poucet, en se disant vous pourrez éventuellement participer au GHT si vous le souhaitez, comme
n'importe quelle clinique privée. Je le dis de façon peut-être un peu provocatrice, mais je trouve que là, on a manqué, on a loupé un virage qui nous aurait permis aussi d'être sur les mêmes logiques que ce que nous disent en fait les pouvoirs publics, en nous disant on sait que les ressources ne sont pas extensibles à l'infini, donc essayons de voir comment sur un territoire, parce qu'on est vraiment sur une logique de territoire, comment est-ce qu'on peut se mettre tous d'accord autour de la table, autour d'un projet de santé commun, sauf que là, force est de constater que, écoutez, le privé à but non lucratif, vous allez éventuellement pouvoir y participer si vous avez le temps, si l'hôpital du coin est d'accord, si les acteurs locaux sont d'accord, ce qui nous pose aussi une difficulté, c'est-à-dire qu'on rencontre les mêmes difficultés que tout à chacun sur la nécessité en fait de gains, d'efficience, de productivité, etc. Donc comment est-ce qu'on peut se remettre autour de la table pour cela? Même les autorités de tarification et de contrôle nous disent, écoutez, maintenant que le coût est parti, c'est ça. Donc je pense qu'on doit se réapproprier cette démarche-là peut-être au niveau régional et au niveau national au titre en fait de nos organisations respectives pour justement faire en sorte, soit au niveau local, soit au niveau régional ou au niveau national, de voir comment est-ce qu'on peut essayer de desserrer la contrainte, même si c'est par des petites choses, mais de manière à ce que justement ça laisse la liberté et la possibilité aux managers de terrain de gérer au quotidien, de travailler au quotidien sur leur métier. Par contre, financièrement, on est bien d'accord que ça restera quand même à la limite. Oui, bonjour, Yves Godard. C'est bon, ça marche, oui, Yves. C'est bon, directeur de l'EHPAD de Mer. Voilà, je voudrais, dans la continuité de la question posée par Maxime Morin, évoquer l'incidence sur la fonction publique, la gestion de la fonction publique, de nos exigences en termes financiers. Nous sommes des cadres dirigeants. Nous sommes autorités ayant pouvoir de nomination et nous sommes aujourd'hui dans le cadre extrêmement contraint sur le plan financier, conduit à des états d'âme, à une vraie problématique. Comment aujourd'hui maintenir, nous sommes garants du statut de la fonction publique. Alors j'entends effectivement que le périmètre de la fonction publique peut évoluer, mais pour moi, très clairement, la santé publique, le médico-social, c'est pleinement dans le périmètre parce que nous avons des sujétions tout à fait particulières, parce que nous prenons en charge des populations fragilisées, extrêmement démunies. Et donc, pour moi, c'est très important de maintenir ce statut public qui, en même temps, nous offre l'indépendance dans la prise en compte des missions qui sont les nôtres, dans l'exercice de ces missions. Et en tant que cadre dirigeant, puisqu'on est quand même ici un syndicat de cadres dirigeants, la question réelle qui se pose, étant garant de l'application du statut, c'est comment peut-on, à un moment donné, maintenir ce périmètre de fonctionnaires, c'est-à-dire aujourd'hui on est contraint de plus en plus à travailler avec des contractuels. Moi, lorsque je suis arrivé à la tête de mon EHPAD, j'ai mis en place des concours qui ont effectivement un impact très certain sur le groupe 2, sur la masse salariale. Et malheureusement, parfois, la seule possibilité d'arriver à rentrer dans les enveloppes qui nous sont imparties, c'est bien évidemment d'essayer de travailler le plus possible avec des contractuels. Donc voilà, là, en congrès, aujourd'hui, je pose très clairement cette question. Comment maintenir notre périmètre et comment assurer réellement un statut de fonctionnaire pour l'ensemble des salariés de nos établissements. Merci, c'est une vraie question. Et je vais plutôt me tourner pour le coup sur la réponse vers David, puisque effectivement c'est une injonction paradoxale qu'on connaît tous dans nos établissements, entre résorption de l'emploi précaire, réforme des contrats de droit public qui est venu nous impacter, et nécessité de contraintes budgétaires qui se renforcent. Merci de poser la question qui n'est pas simple, alors qu'il faut bien distinguer, mais ça je sais que vous faisiez la distinction de la question du périmètre du service public. Le périmètre du service public et le périmètre du statut de la fonction publique ne sont pas exactement les mêmes questions, surtout dans notre secteur. Vous avez notamment des établissements privés qui sont chargés d'assumer des missions de service public qui ne sont pas sous le périmètre du statut.
Quel avenir veut-on pour le statut de la fonction publique? C'est une vraie question, qu'on peut avoir. Vous avez dans le débat public et aussi des échanges qu'on a eu dans le cadre de la préparation de la plateforme de la FHF. Vous savez, on n'est pas encore au terme de ce débat. Le CA doit se prononcer sur la plateforme à la fin du mois de janvier. On aura encore une convention nationale. On est dans la phase de délibération collégiale. Mais vous avez sur la place publique plusieurs orientations. Vous avez aussi, quand on regarde les choses à l'international, plusieurs approches. Le thème commun qui remonte très fortement et qui se retrouve aussi dans votre intervention, c'est qu'il y a besoin de redonner de la souplesse, de redonner de l'autonomie aux établissements, de redonner de la marge de manœuvre pour pouvoir encourager nos professionnels, et qu'aujourd'hui, le système de contraintes cumulées fait qu'on arrive à un mécanisme dans lequel, bien souvent, le statut de la fonction publique, mais aussi le statut de praticien hospitalier, touche sa limite pour inciter et donner de la perspective et de l'envie de s'engager à des agents et des professionnels qui sont très mobilisés pour leurs établissements. Et ça nous revient à peu près systématiquement. Alors après, quelle réponse pratique on peut donner à cette question-là? Vous avez, quand on balaye le spectre, des propositions disant il faut sortir les établissements complètement du statut, les faire basculer sur un mode d'établissement privé à but non lucratif chargé de mission de service public. Premier point. Vous avez de l'autre côté du spectre, je voyais un exemple en Belgique, il y a quelques mois, vous savez que les statuts des établissements en Belgique sont variables. Vous avez à peu près toute la palette des établissements, mais vous avez une partie des établissements qui sont, comme nous, sous statut, fonction publique, code des marchés, mais qui se sont en fait donné des marges de souplesse au sein du statut de la fonction publique belge, et qui ont, deuxième élément, su sortir pour partie du code des marchés publics. Tout en restant dans un cadre public. Ce qui montre que les possibilités d'ajustement au sein du cadre public ne sont pas impossibles. Après, il faut regarder quelles sont les marges de travail qu'on peut avoir. Et puis, vous avez aussi, ça c'est la réflexion collective, la double polarité. Après, je pense qu'il y a sans doute, c'est le champ des discussions qu'on a en ce moment, quelque chose d'un peu plus intermédiaire. C'est pas forcément tout l'un ou tout l'autre. Il y a le statut, il existe. Les professionnels sont sous statut, et je pense que vouloir mettre à terre le statut de la fonction publique hospitalière aujourd'hui, ce sera envoyer un message désincitatif pour nos professionnels. Par contre, il y a à répondre aussi à ce besoin de souplesse à l'échelle des établissements, à l'échelle des groupements hospitaliers de territoire, parce que vous voyez, les questions que vous posez à l'échelle de votre structure, d'une certaine manière, elles sont maximisées à l'échelle des groupements. Quelle souplesse et quelle incitation on donne aux professionnels qui s'engagent dans des équipes territoriales, c'est le premier point. Deuxième point, quelle facilité de gestion on peut donner aux structures pour étendre des prestations à l'échelle du groupement qui ont donné satisfaction à l'échelle d'un établissement. Exemple pratique, le dossier patient informatisé. S'il y a un consensus entre les établissements pour étendre le DPI de l'établissement 1 à la totalité du groupement pour essayer d'avoir une solution homogène sur le parcours de prise en charge des patients, aujourd'hui vous êtes obligé de refaire une mise en concurrence et d'avoir tout un circuit de concurrence très lourde et d'achat de licences. Et là vous voyez derrière donc DPI, prestations logicielles, les prestations de sécurité incendie, de sécurité anti-malveillance. Quand on nous demande de faire des gains d'efficience, il peut y avoir une proposition là sur la table. Autorisons les établissements à extrapoler des prestations à l'échelle des groupements pour pouvoir mobiliser des gains d'efficience qui ne touchent pas la prise en charge des patients, qui ne touchent pas les professionnels. Mais au jour d'aujourd'hui, dans le statut d'exercice des établissements, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a des choses, une réflexion peut-être sur des principes d'autonomie avancés à l'échelle des groupements, peut-être à réfléchir. Et puis la question collective que vous posez, elle peut sans doute pas être dissociée d'une approche un peu plus individuelle ou par catégorie professionnelle. Il y a quelque chose qui a bien marché et qui s'est fait dans le cadre du statut. C'était, vous vous souvenez, le droit d'option infirmier, où on avait proposé au personnel infirmier, en gros, un deal, vous travaillez plus longtemps, mais en même temps, on vous revalorise en vous positionnant sur en changeant de catégorie, en changeant de catégorie de la fonction publique. Et la grande majorité des agents ont pris ce deal. Alors, il faudrait peut-être avoir
une investigation globale de ce processus-là, mais il y a sans doute des options de ce type à proposer dans différents secteurs pour donner aux managers des outils d'incitation, de soutien à l'attractivité pour nos professionnels. En tout cas, la question, elle est majeure, elle est devant nous. Je pense qu'on ne pourra pas la contourner dans la plateforme de la Fédération hospitalière de France, même si évidemment le prisme qui est celui de la FHF, il est que d'abord on porte les valeurs du service public hospitalier, et ça c'est le point clé, il faut les réaffirmer, les poser, les consolider, et puis ensuite on a des instruments, des outils pour mettre en œuvre ces objectifs, et on aura à se poser les questions des marges de manœuvre à renforcer pour nos établissements. Oui, David, donc je vais passer la parole à Anne sur l'aspect statutaire, parce qu'on est vraiment interpellé sur le statut. Par rapport à ta question tout à l'heure sur ton interrogation sur l'accentuation, l'accélération du recrutement contractuel. Le recrutement contractuel dans la fonction publique, il n'est pas interdit. Il est prévu. Il est prévu par le statut général, il est prévu par le droit, il est prévu avec la limite. C'est-à-dire qu'il est prévu pour donner de la souplesse à nos modes de fonctionnement, parce qu'il est prévu quasiment strictement en cas de nécessité de remplacement. Et c'est vrai qu'il est particulièrement criant dans les petits établissements, enfin en tout cas dans les établissements du secteur hébergement personnes âgées, parce que les équipes sont plus restreintes et que tout absentéisme, et l'absentéisme est lourd dans ces établissements, nécessite le remplacement. Donc le recrutement contractuel est nécessaire. Et le recrutement contractuel fait tourner les établissements. Et c'est bien notre obligation. Notre obligation, c'est bien de faire tourner les boutiques. Donc oui, le recrutement contractuel, il est prévu, il n'est pas interdit, c'est pas binaire, c'est pas que des fonctionnaires, jamais de contractuels. Il est bien prévu pour quelque chose. Maintenant, c'est quand il commence à devenir la seule logique de recrutement qu'on peut effectivement s'interroger comme tu le fais. Pour notre part, en tout cas, nous sommes attachés à un statut qui soit motivant, de même que nous sommes attachés à aboutir à une convention collective unifiée qui soit aussi motivante en termes d'outillage RH. Je crois qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre. David, quand tu dis que ce qui remonte, c'est que le statut, et c'est une ancienne, c'est une ancienne, que le statut est démotivant, etc. C'est pas le statut qui est démotivant ou qu'il est lourd à gérer. Oui, mais il n'est pas forcément plus lourd qu'une convention collective. Je pense que quand on dit que le statut est plus lourd est trop lourd, trop contraignant, on ne parle pas forcément en toute connaissance de cause. Une convention collective, c'est également contraignant. Parce que, oui, c'est également contraignant. C'est pas forcément moins contraignant d'ailleurs. Par contre, ce que ça appelle aussi comme réflexion, c'est que ce soit une convention collective ou que ce soit le statut, ce qui importe, c'est aussi la qualité des relations entre les partenaires sociaux et l'employeur. Et que c'est effectivement ce qui est regrettable aujourd'hui dans le statut, et on le voit bien, nous, au titre des directeurs, mais on le voit aussi au titre des attachés, on le voit aussi au titre des autres catégories de personnel, y compris le personnel médical, c'est que l'État n'est pas un bon employeur. Il ne sait pas bien faire. Et que du coup, il ne modernise pas les statuts, il enclenche des réflexions avec les partenaires sociaux sur les conditions de travail, sur les accords cadres en tout genre, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, et puis également sur les évolutions statutaires qui seraient de nature à simplifier un certain nombre de choses. Mais on n'aboutit pas. Et puis surtout, l'État n'a pas été capable, malgré des positions très construites, de la CFDT en particulier, mais pas que de la CFDT, et des positions affirmées sur la nécessité d'outiller le dialogue social dans la fonction publique hospitalière. Et là, on est toujours dans un entre-deux où on considère le dialogue social finalement comme une posture institutionnelle dans laquelle on aurait juste besoin de consulter les personnels et pas de co-construire avec eux. Donc voilà ce que ça m'évoque, ces différentes réflexions. Je pense qu'opposer statut, ça renverra un débat bien plus large, mais opposer statut, droit public, droit privé, bon, on en a un peu fait le tour, je trouve. Merci Anne. La salle, des questions. Une question. Bonjour, Lucien Vissanzuti, directeur de l'hôpital. Donc, moi, je voulais juste mettre en perspective le débat qu'on a avec 2 points. Le premier, d'ordre économique et social. Par rapport à la pression qui est exercée,
moi j'ai bien peur que, en touchant les limites, dans le contexte aujourd'hui où des organismes internationaux comme le FMI doutent de l'efficacité de politiques de serrage de boulons, on a vu ce que ça donnait dans certains pays, les citoyens, les hospitaliers doutent aussi de ce discours-là. Et qu'il ne faudrait pas qu'au bout du compte, ça aboutisse à la révolte sociale ou à l'explosion, au-delà des souffrances. Deuxième mise en perspective que je voudrais faire, elle est d'ordre sociétal, pour ne pas dire anthropologique, et c'est relativement absent du débat aujourd'hui politique, et ce serait souhaitable que notre syndicat soulève la question. Certains pays s'y préparent, c'est la révolution numérique. Ça va avoir un impact considérable. Aujourd'hui, on voit émerger Uber, on voit émerger les big data, le poids de sociétés telles que Google et autres. C'est pas que ça, c'est la robotisation de la société. Ça va avoir un impact considérable sur la prise en charge. Des pays se préparent à la prise en charge des handicapés et des personnes âgées grâce à la robotisation. Donc ça peut être un mieux pour la société. C'est une évolution. Ça peut être éventuellement aussi un mieux pour les conditions de travail. Mais ça va complètement repositionner la place de l'individu par rapport au monde du travail. On sait que la société 4.0 va massivement détruire des emplois. Donc ça va reposer la question de comment on a accès demain à la capacité à être un acteur économique sans forcément avoir un emploi. Donc cette question-là va arriver à grande vitesse dans les 4, 5, 10, 15 ans qui viennent. Des sociétés s'y préparent, des pays s'y préparent et intègrent, notamment l'Allemagne, les syndicats dans le dialogue social. Il me semble qu'à notre niveau, et le secteur de la santé ne va pas échapper à cette question du 4.0, nous devons être force de proposition et solliciter un débat à ce niveau-là, à la fois pour améliorer les prises en charge, poser la question des conditions de travail et poser la question du devenir de l'emploi. C'est des questions à 5-10 ans, mais il faut nous y préparer dès maintenant, me semble-t-il. Merci Lucien. La valeur travail, puisque c'est ça qui est interrogé par Lucien, va être impactée et la reconnaissance qu'elle induit à chacun des individus. Je vais vous donner la parole, Mme Aboussa, tout de suite. Je sais que David probablement a une intervention, parce qu'il est intervenu cette semaine, je crois, ou là, il y a quelques jours, dans un salon des nouvelles technologies. Mme Aboussa. Je rejoins la remarque qui vient d'être faite là, puisque effectivement, on a déjà travaillé sur le sujet, en fait, au titre en fait, de Nexem. On commence à poser les jalons, puisqu'on a compris qu'on arrivait à 40% de métiers qui seraient détruits. Voilà. On est vraiment sur des métiers, on va dire, infra niveau 5, on commence déjà à avoir certains, en termes de robotique, certains outils qui sont mis en place auprès des personnes en situation de handicap ou en situation de mobilité réduite, qui accompagnent en fait des robots qui accompagnent les personnes pour justement permettre en fait une meilleure mobilité. Ça veut dire qu'il faut qu'on tienne compte de ces éléments-là dans le cadre en fait à la fois du dialogue social, à la fois en fait de tout ce qui va être lié en fait à la gestion des emplois et des compétences, et à la fois aussi au niveau des associations. Donc, d'où la nécessité de se doter d'un dispositif en matière d'innovation, de valorisation de l'innovation, de la prospective, pour qu'on puisse accompagner cela et qu'on ait un discours construit aussi auprès des pouvoirs publics. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit auparavant, parce que c'est un véritable enjeu au niveau de l'ensemble du secteur, enfin médico-social, social et en partie sanitaire. Et c'est vrai que pour nous, ça devient une question cruciale. Outre la question du système d'information, la question en fait, de la transformation numérique et de la révolution numérique est vraiment un enjeu sur lequel on souhaite se positionner demain très fortement et auprès des pouvoirs publics. David, sur 4.0 Oui, alors avant d'arriver au 4.0, il faut déjà déverrouiller le modèle économique de la télémédecine. Les Québécois, ça fait 15 ans qu'ils ont un modèle de financement à l'activité des téléconsultations, quoi. Et là, vous voyez, les débats, la guerre, j'enlève le mot guerre, c'est-à-dire le combat de conviction que nous avons mené pour la loi de financement de la sécurité sociale pour légèrement déplacer les curseurs et généraliser les expérimentations au niveau national dans l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale. Je pense qu'à l'étranger, les débats qu'on a sur cette question-là doivent faire un peu sourire. En tout cas, ça montre que entre le discours global sur la nécessité de faire la révolution numérique et les actes pratiques, il y a comme un écart.
Et c'est là où je rejoins la deuxième partie, ou la première partie de ta question. Tu as raison de positionner le sujet parce que j'ai un projecteur dans la tête, hein, donc je te vois pas, mais je te distingue. Salut. Et tu as raison de faire le pont entre les deux sujets parce que ça participe d'une transformation sociétale qui est pour nous aussi une ressource de légitimation. On parlait de la contrainte économique. L'exemple de la révolution numérique et du fait que le secteur de la santé, le secteur du vieillissement, du handicap soit à l'avant du dispositif montre que notre secteur n'est pas qu'un foyer de dépenses publiques. C'est aussi un secteur d'innovation qui crée de la valeur ajoutée pour l'économie, qui crée de l'emploi, qui est valorisable à l'export. Et ça, c'est aussi pour nous une ressource très très importante dans le débat public. Et tu as aussi raison de dire, ça c'était le tout début de ton propos, sans vouloir faire trop de gravité sur le sujet. Je pense qu'il faut avoir quand même conscience du moment dans lequel on est. L'exaspération qui s'exprime là sur le mode, les injonctions paradoxales, la bureaucratisation du système, l'insuffisance des marges de manœuvre, cette exaspération managériale, elle renvoie, et tu as tout à fait raison de le dire, à une exaspération sociale plus large. Et c'est à nous, on est acteurs du service public, on n'est pas dans une mission politique au sens électoral du terme, on est dans une mission peut-être politique plus large, de défendre un certain nombre de valeurs. Et on a tous conscience, je pense, qu'on est dans un moment où l'idée et ça renvoie aussi à la responsabilité qu'on aura pour la plateforme de la Fédération hospitalière de France, on ne pourra pas actionner le robinet d'eau tiède. Il y aura des actions à porter, des valeurs à défendre, des choix à proposer. Après, est-ce qu'on pourra tous les faire? Est-ce que tous relèvent de la fédération? Certainement pas. Hein. Il relève du débat démocratique. Mais je pense qu'il faudra qu'on rappelle ces valeurs-là et qu'on pose ces choix, parce qu'on voit bien que, y compris notre secteur, est ouvert, est en porosité, malheureusement ou heureusement ou malheureusement, à des discours qui ne respecteraient pas les valeurs de base qu'on s'efforce de défendre. Donc le moment, il est celui-là. Si on veut défendre nos valeurs et si on veut les porter et avoir un avenir pour ces valeurs, c'est le moment de les défendre. Merci. Tu as donné un micro là-bas ou il y avait Laurence Bernard devant qui demandait le micro depuis tout à l'heure? Il y avait Jacques tout à l'heure qui avait... Non, c'est bon. Bonjour. C'est plus une interrogation qu'une question. Moi, il me semble que derrière la question des limites à l'exigence matérielle et financière, elle nous renvoie quelque part à la question de l'exigence des responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confrontés, nous, responsables hospitaliers, à un système où on n'a ni la liberté d'installation, on n'a ni la liberté de fixation des prix, on n'a même plus la maîtrise des volumes de par la diminution des prix d'un côté et de par la régulation au sein des agences par le biais des autorisations et autres. Comment aujourd'hui, moi qui suis responsable hospitalier, je peux être au final seul responsable de mon taux de marge brute? Pour moi, la question de fond, elle est là. Dans un système où, au fond, on nous impose un certain nombre d'organisations sans jamais les traduire sur le plan financier, quand une ARS va mettre des moyens financiers dans des cabinets de station, mais qu'elle n'entend pas que les moyens qu'on y apporte vont faire que l'hôpital, qui était le secteur d'à côté de proximité, sera bypassé pour aller à la clinique privée d'à côté, quand on est sur des choix de structure où on exige des résultats, mais sans que personne ait le courage de prendre la décision de fermer un SMUR ou de fermer un service d'urgence, quelle est la question qui est derrière? C'est celle de nos responsabilités. Et moi, il me semble aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est collectivement, nous avons aujourd'hui à défendre quelque chose qui me semble être partagé entre les agences régionales de santé et les directeurs d'hôpitaux, c'est-à-dire un contrat de responsabilité. Et pour ma part, ce que je vois derrière la question de l'exigence des managériales et financières, c'est vraiment la question du partage des responsabilités. Je suis complètement d'accord. David ?
Tout à fait d'accord avec toi. Avec deux, peut-être ta question renvoie sans doute aussi à deux plans. Le plan de la capacité de pilotage et d'arbitrage des agences régionales de santé. Les acteurs hospitaliers ne sont pas demandeurs de moins d'arbitrage, hein. Ils sont demandeurs que les ARS assument leur rôle de recomposition de l'offre de soins. On est même tellement demandeurs de ça qu'on est prêt à leur libérer du temps pour qu'ils viennent moins s'immiscer dans la gestion courante des établissements et dans le maniement des infras sous ligne du fonds d'intervention régional, pour plutôt se concentrer sur les décisions un peu stratégiques de recomposition de l'offre, tel que l'exemple que tu prends. Et puis ta question, elle renvoie aussi à notre modèle de financement qui a ses vertus, mais qui a aussi ses imperfections. J'ai connu, comme un certain nombre d'entre vous dans la salle, le modèle de la dotation globale où on venait notifier en juin de l'année le budget dans le service au chef de service alors qu'il nous disait passez déjà consommer, qu'est-ce qu'on peut faire. Le modèle de la tarification à l'activité est meilleur de ce point de vue-là. Par contre, il a ses limites. Il a ses limites puisqu'il n'intègre pas, et ça c'est sans doute un des défis majeurs des 5 ans qui viennent, la notion de pertinence des actes. Et puis, tu as raison de t'interroger sur l'indicateur du taux de marge brute, qui aujourd'hui l'alpha et l'oméga, on a le sentiment de la décision comme le disait Anne tout à l'heure. Quel est le sens aujourd'hui d'analyser ex abrupto le taux de marge brute d'un établissement isolé alors qu'on est en mode groupement hospitalier de territoire et quand il y a notamment des projets d'investissement à défendre. Et puis deuxième limite sur la partie financement, la plus proche de la thématique du service public, il y a des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, elles sont très très importantes, mais la répartition de ces missions intègre assez peu finalement la situation socio-économique des patients qu'on prend en charge, avec les effets de seuil de la MIG précarité, et elle intègre assez peu, voire pas du tout, la question de la densité médicale libérale. Ce n'est pas exactement la même chose d'exercer le service public hospitalier dans un territoire qui est bien couvert avec une offre de première ligne et une densité médicale importante que de devoir assumer la réponse aux besoins de santé en totalité d'un territoire dans des zones, et vous les connaissez, et elles sont nombreuses, où il y a une déprise de la permanence des soins, voire une déprise des consultations non programmées de l'après-midi. Donc est-ce qu'on peut mieux intégrer ça dans notre modèle de financement pour revenir à des notions peut-être un peu plus simples d'approche de ce qui sont quand même les piliers de nos missions de service public. Tu voulais réintervenir? J'ai pas. Attends, le micro arrive parce que vu que tout est. D'abord, on t'entendra pas et ça passera pas. J'ajouterais juste que le risque auquel on est confronté en termes de responsabilité aujourd'hui, et que j'entends ici ou là, c'est le déport de cette responsabilité vers le groupe hospitalier de territoire. C'est-à-dire que le GHT devient l'endroit où va se résoudre tous ces problèmes-là, et je crois que là aussi, on a un point d'attention majeur. Une autre question, Jacques. On va faire en proximité, là d'abord. D'abord, là-bas. Non, allons-y. Bonjour, Antoine Chapin, je suis chef de service sur un établissement médico-social sur l'Île-de-France. Ma question était la suivante. Est-ce l'avenir pour le secteur, ces fusions, et qu'en pensez-vous? Voilà, merci. Double challenge. Alors, je vais répondre en 2 temps à vos 2 questions. La première, je pense qu'on est tous conscients autour de la table et dans la salle qu'on a un véritable enjeu d'efficience, de gain d'efficience. Alors c'est devenu un leitmotiv, alors sans pour autant que ce soit l'alpha et l'oméga, parce que l'objectif c'est bien d'accompagner les personnes en situation de fragilité. Pour autant, et qui plus est, parce que je pense que vous êtes en Île-de-France, voilà. Il y a en fait une volonté très forte de la part de l'ARS Île-de-France, qui plus est, de réduire le nombre d'opérateurs. On ne va pas se mentir. Il y a une charte mise en place au niveau de la région Île-de-France pour l'ensemble en fait du secteur médico-social et social. Et il y a une volonté de faire en sorte d'éviter de se retrouver avec pléthore en fait d'acteurs. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on en a parlé tout à l'heure, les caisses de l'État sont vides. Il y a je suis désolée de vous dire les choses façon aussi abrupte, hein, et que le secteur
médico-social et qui plus est le secteur du handicap ait été identifié comme étant un enfant gâté. Je suis désolée de dire les choses aussi trivialement, mais pour autant, ça veut dire aussi que sans pour autant parler de coupe franche, claire ou sombre, il est nécessaire de se reposer la question à savoir est-ce que oui ou non, les associations ont la capacité et ont la solidité d'assumer à la fois les nouvelles logiques réglementaires, les nouvelles obligations législatives et réglementaires qui sont les nôtres, et de faire en sorte en même temps de pouvoir garantir des gains d'efficience. D'où la nécessité de se poser la question, à savoir si oui ou non, on sera plus intelligent à plusieurs que tout seul. Je suis désolée de vous dire les choses de façon peut-être un peu rude, mais sans pour autant prôner pour les logiques en fait de fusion, toujours est-il qu'il faut se poser la question, à savoir que dans le contexte actuel, est-ce qu'il n'est pas opportun de pouvoir se rapprocher, quel que soit le mode de rapprochement, parce qu'il y a plein d'autres modes de rapprochement que la fusion, hein. Après, concernant en fait les responsabilités et je dirais le rôle du manager, ça veut dire que tout doit se redessiner à ce moment-là. Le siège est un appui, c'est pas une fin en soi. On est bien là pour être sur une logique en fait de politique globale et de renforcement des fonctions support et de faire en sorte que les fonctions support facilitent le rôle et les missions du manager au quotidien auprès des personnes en situation de handicap ou en situation de fragilité. Et je pense que c'est au titre en fait du projet politique dans le cadre de la fusion qu'il faut reposer le cadre en fait des missions des uns et des autres. Je ne sais pas si ma réponse était claire. C'est une réponse. En tout cas, Alain, Jacques, pardon, excuse-moi. Oui, Jacques Bérard. Je voudrais revenir sur l'avant-dernière intervention que je trouve extrêmement pertinente. Et j'élargirais volontairement les disciplines chaudes à la définition de où mettons le MCO, le SSR et compagnie. En fait, il y a eu une absence de courage politique et donc on demande au GHT de récupérer des choses qui n'ont pas été faites et sans courage politique, en plus avec un BINS qui est un ovni sans personnalité juridique. Mais moi, je pense que cette question, elle croise avec la question de ce que la DGARS Rhône-Alpes appelle la stratégie de groupe. C'est-à-dire qu'il y a une légère contradiction entre dire les GHT, c'est stratégie de groupe. Quel groupe d'ailleurs? Est-ce que c'est public ou est-ce que c'est public pour privé non lucratif? Quand on discute avec des collègues de la FEAP, ça les fait un peu sourire. Et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre stratégie de groupe et gestion vertueuse du parcours patient, c'est-à-dire de la chaîne qu'on connaît tous, MCO, SSR et compagnie, qui pour l'instant est un mot vide, je ne sais pas comment aurait dit Le Goff, puisqu'il n'y a pas de tarification sécu sur le parcours patient. Donc tant qu'il n'y a pas de tarification sécu, on a l'impression qu'on réinvente l'eau tiède depuis 30 ans sur la chaîne vertueuse, MCO, SSR et compagnie. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre GHT stratégie de groupe et GHT gestion vertueuse des ressources? David ? Merci. Alors déjà, la stratégie de groupe, c'est une AOC de la Fédération hospitalière de France. En tout cas, l'intention telle qu'elle a été posée était de permettre aux acteurs du service public de mieux s'organiser. Quand on regarde les choses, et un peu en écho à l'intervention précédente, je pense qu'il ne faut pas considérer que le groupement hospitalier de territoire est en soi un outil de résolution des problèmes. Par contre, c'est un cadre nouveau pour pouvoir les poser. Et le fait de les poser sur une échelle territoriale fait émerger certaines choses. Exactement ce que tu dis, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un pilotage plus fort, plus assumé, oui, du courage politique, pour aider les hospitaliers à assumer certaines décisions. Parce que sinon, on va se retrouver dans la situation qu'on a connue à Pithiviers. La maternité était portée, je ne sais pas s'il y a des gens de la région centre, oui, voilà, je vois Thomas qui est en face de moi. La maternité était portée à bout de bras par les équipes médicales du CHR, mise en place d'un groupement du Loiret, une hospitalière accède à la présidence de l'Axos, tu me corriges si je me trompe Thomas, et sur sa proposition, l'Axos adopte une décision de fermeture, une délibération de fermeture de la maternité que l'ARS suit. Vous voyez, c'est le schéma où, en gros, les hospitaliers se sont substitués à la régulation de l'autorité de tutelle. Et donc, il y a un moment où l'engagement managérial touche sa limite. Et la limite, c'est de pouvoir exercer libre à nous, je pense. C'est ça, c'est bien.
qu'on puisse proposer des orientations sur l'évolution de nos structures, mais aller jusqu'à ce point-là de substitution à l'autorité de tutelle, ça montre que le système marche un peu à l'envers. Ça c'est le premier point. Et puis après, donc, le deuxième point, sur les groupements, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'ils ont deux objectifs. Un objectif d'aide à l'accompagnement de la recomposition de l'offre publique. Et ça nous incombe plutôt à nous, acteurs du service public. Le fait que les groupements soient comme ça, avec une gouvernance publique, est en cohérence avec ça. Pour autant, c'est le deuxième point, qu'on n'oublie pas un autre objectif fonctionnel de mieux organiser les parcours de prise en charge des patients. Et donc ça veut dire qu'il faut se recomposer, mais surtout pas se bunkeriser. Essayer de capitaliser sur des partenariats avec le secteur privé quand ils sont pertinents, et essayer de mettre en place, on en a vu des bons exemples sur le terrain en faisant le Tour de France, ça existe, des bons exemples d'associations de la médecine de ville à l'échelle des groupements. Et je pense qu'il ne faut surtout pas, ces dispositifs d'association de la médecine de ville, chercher à les réglementer. À vous, à nous, de les construire sur le terrain. Il faut qu'il y ait un dispositif d'association de la médecine de ville. Est-ce que ça doit s'intégrer ou pas à la gouvernance? Est-ce que ça doit prendre telle ou telle forme? Est-ce qu'il doit être pluriel? Est-ce qu'il doit s'articuler? Ça, je dirais, c'est à vous et à nous de le construire. On peut vous diffuser les bonnes pratiques. C'est ce qu'on fait. Il y a Alexandre Moquedé qui est là, le chef de projet GHT de la fédération, pour diffuser ces bonnes pratiques. Mais il ne faut pas le réglementer, le prédéfinir. Une dernière question avec la salle, s'il y en a une, et sinon je proposerai aux trois intervenants une phrase de conclusion. Y a-t-il une question avec la salle? Quand je commence à vous dire qu'on va bientôt les manger, je vois bien qu'il n'y a plus de questions. Je commence à vous connaître. Donc je propose à chacun, si vous avez une phrase de conclusion, de la donner maintenant. En tout cas, merci de vos interventions. Madame Aboussa. Juste peut-être faire en sorte de se dire qu'on va essayer plutôt de relever le défi, tout en étant conscient en fait de la prise en étau dans laquelle on est. Merci. David. Je terminerai en citant un auteur qui est un bon viatique en ce moment et qui est un peu oublié, et qui s'appelle Paul Václavic, et qui disait « Il n'y a pas d'illusion plus dangereuse de croire qu'il n'y a qu'une seule perception de la réalité ». Et je pense qu'on peut, comme manager, admettre la fixation d'objectifs globaux, d'objectifs de pilotage, de mise en œuvre d'objectifs de politique publique. Vous l'avez rappelé avec force, on est là pour mettre en œuvre les objectifs de politique publique. Par contre, laissons-nous les marges de manœuvre pour s'adapter au réel, d'un réel local qui est multiple et divers. Anne, une dernière... Ça va être très simple. J'arbore un badge. J'ai pas fait semblant de le choisir, celui-là. J'ai pas fait au hasard. Ton travail est-il futile ou utile? Moi, je choisis délibérément qu'il soit utile. SAC à CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.